Maintenant, on va écouter une vidéo par le docteur Dupagne, qui est justement le responsable du site atout.org, atout.org, qu'il a faite pour nous, pour ce séminaire. Bonjour à tous, je salue donc les participants à la première journée internationale sur l'indépendance médicale et je remercie Philippe de Chazourne de m'avoir permis de communiquer avec vous par cette vidéo. Je suis désolé de ne pas pouvoir être parmi vous. L'indépendance, écoutez, je vais vous donner mon point de vue à partir de quelques questions-réponses. C'est compliqué l'indépendance et je voudrais pouvoir détailler certains éléments qui me tiennent à cœur. Le premier élément est de savoir si les liens d'intérêt sont financiers exclusivement. Bien sûr que non, nous savons tous que les liens intellectuels, les liens affectifs jouent un rôle très très fort dans les conflits d'intérêts. Ça peut être une thèse que l'on porte depuis longtemps et qu'on ne veut pas contredire. Ça peut être un point de vue qu'on a défendu avec force depuis plusieurs années. Et même si la science d'un seul coup nous apprend que ce point de vue n'est plus valable, mais on a tendance à ne pas vouloir se déjuger. Ça peut être le travail ou la thèse d'un ennemi ou d'un concurrent que l'on ne veut pas promouvoir et qu'on va combattre. Il y a 1000 raisons d'avoir un lien d'intérêt non financier pour sa carrière, sur le plan affectif. Tout est possible et donc il ne faut surtout pas réduire le lien d'intérêt à un lien financier, c'est très important. Est-ce qu'un simple petit cadeau ou une invitation peut suffire à créer un lien d'intérêt ? Souvent, on entend des gens dire « Bon, moi j'ai été invité au restaurant, mais c'est pas pour ça que je vais changer mes prescriptions, c'est pas pour ça que je vais changer mon point de vue. » C'est faux, bien sûr, c'est faux pour deux raisons. La première, c'est que toutes les études de sociologie ont montré que les petits cadeaux créent des liens forts, car nous sommes programmés quasi génétiquement pour rendre l'appareil aux gens qui nous offrent quelque chose et d'affaire un retour d'affection, un retour de cadeau. Et l'autre chose, c'est que les gens qui payent ces restaurants, qui payent ces petits cadeaux ne sont pas stupides, et s'ils le font, c'est tout simplement parce qu'ils ont un retour sur investissement, et ils continueront de le faire tant qu'ils auront un retour, c'est-à-dire qu'ils arriveront à influencer les gens qui sont les récipiendaires de ces cadeaux. Est-ce que le fait d'avoir de nombreux liens les additionne? Est-ce que les liens multiples font que l'on devient indépendant? On entend parfois ça dans la bouche de certains experts qui disent « Oh ben moi je travaille avec tous les laboratoires, donc finalement je suis indépendant ». Bon, c'est complètement faux, bien sûr. Les liens d'intérêt ne s'annulent pas entre eux, ils s'additionnent. Plus on a de liens, plus on a de chances d'être influencé, et c'est une aberration de penser que ces liens puissent s'annuler. C'est comme quelqu'un qui serait corrompu de façon massive et qui dirait « Du coup, je ne suis pas corrompu puisque je suis corrompu par tout le monde ». Ça n'a strictement aucun sens, mais on l'entend encore régulièrement. De façon générale, est-ce que les liens d'intérêt créent systématiquement des conflits d'intérêts? Oui et non. Si bien sûr le lien n'a aucun rapport avec le domaine dont on parle, il peut ne pas y avoir de conflit, mais dès que le lien est créé avec une partie prenante dans une polémique, dans une prescription, le conflit d'intérêt est absolument immédiat. Nous ne pouvons pas nous abstraire totalement des liens que nous avons, nous sommes des humains communicants, le lien crée une modification de notre réflexion, de notre discours, et donc dès qu'il y a lien dans un domaine, il y a un conflit tout à fait possible, tout à fait évident, qui peut être inversé. Vous avez des gens qui ont un lien, qui vont prendre un malin plaisir, ou en tout cas se sentir obligés d'aller être très critiques vis-à-vis de gens avec qui ils ont un lien pour prouver leur bonne foi et pour prouver que justement ils ne sont pas influencés. Mais c'est un lien aussi, le fait d'avoir un avis qui n'est pas objectif dans l'autre sens, dans la critique, c'est aussi un conflit d'intérêt. Donc de lien sans conflit, dès que le domaine dans lequel on s'exprime concerne le lien, ça n'existe pas. Le lien égale le conflit. Est-ce que les industriels peuvent être philanthropes et désintéressés et financer des choses sans aucun espoir de retour sur investissement? Bien sûr, ça existe, nous avons tous connu quelques exemples ponctuels où le don ou le soutien financier n'était pas assorti d'un espoir ou d'une demande de retour financier immédiat. Mais tout d'abord, quand c'est vraiment vrai, quand c'est une réalité, c'est l'exception. Les industriels sont là pour rémunérer leurs actionnaires, ils ne sont pas là pour faire de la philanthropie. Et d'autre part, très souvent, c'est une phase d'amorçage, c'est-à-dire qu'on commence par offrir sans retour, et puis à un moment ou un autre, eh bien, on va revenir vers le récipiendaire du cadeau ou de l'avantage pour dire écoutez, maintenant, j'aimerais bien que vous fassiez quelque chose pour moi. Est-ce que les gens qui ont des conflits d'intérêts bruyants, qui s'expriment, sont des gens fondamentalement malhonnêtes? Honnêtement, je ne pense pas. Il y en a, bien sûr, qui sont tout à fait cyniques et qui savent ce qu'ils font et qui jouent leur carrière, qui jouent leur rémunération, mais la plupart du temps, le conflit d'intérêts agit de façon inconsciente, c'est-à-dire qu'il va influencer notre façon de penser, d'agir, sans que nous en soyons conscients. Alors, parfois, ça nous arrange aussi de ne pas en être conscient, mais il faut bien être clair sur une chose, l'inconscient est en première ligne dans le conflit d'intérêts, et les choses que nous faisons et qui pervertissent notre jugement parce que nous avons des liens d'intérêt, sont la plupart du temps, se font en dehors de notre volonté. Et j'ajouterais que ceux qui prétendent, comme je l'ai déjà entendu, qu'ils ne croient pas à l'inconscient,
au-delà du caractère grotesque, bien sûr, de cette affirmation, sont certainement et probablement, en tout cas dans ce que j'ai pu en voir, les gens qui sont les plus influencés. Le fait de nier le fait de pouvoir être influencé est une des choses les plus graves et les plus porteuses de conflits d'intérêts qui existent. Est-ce qu'on peut n'avoir aucun conflit d'intérêts? Honnêtement, c'est très difficile. C'est très difficile, ne serait-ce qu'avec son patient, avec l'assurance maladie, avec l'image qu'on veut se donner. Nous avons tous des conflits d'intérêts. Le drame serait de penser que puisque nous avons tous des conflits d'intérêts, finalement c'est un problème qui n'est pas important, comme on le lit parfois ou on l'entend. Non, il faut simplement savoir que le but est de minimiser, de limiter au maximum ces conflits d'intérêts. Il y en a qui sont absolument impossibles à évacuer. Tant qu'on est un être social qui interagit avec son environnement, on a des liens, et quand on a des liens, on a donc des conflits. Mais il est évident que nous avons tous plus ou moins des conflits et que nous devons tendre vers la moindre dépendance possible. L'indépendance absolue est une sorte de Graal qu'on est rarement en situation d'atteindre, mais c'est un but vers lequel on doit aller. Et il faut accepter l'idée qu'on ne peut pas être totalement indépendant. En revanche, il ne faut pas accepter l'idée qu'on n'a pas tout fait pour être le plus indépendant possible. Merci Dominique. Il serait bienvenu, mais il ne peut pas trop prendre l'avion. Et donc voilà, donc c'est une vidéo qui est une bonne introduction en la matière. Je voudrais simplement, j'ai reçu une lettre hier de Madame Catherine Le Morton. Catherine Le Morton, c'est la présidente de la Commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale, qui est donc en plein étude du texte du financement de la sécurité sociale, qui est très ouverte à notre problématique. Elle sera sur le site dès qu'on pourra la mettre dans quelques jours. Je vous lis simplement une ou deux phrases. Bonjour à tous. Sachez que je soutiens pleinement votre initiative. Je suis convaincu que l'on peut très bien faire un séminaire santé sans l'aide de l'industrie pharmaceutique et vous êtes en train de le démontrer. Et la conclusion, l'enjeu est important et à ce titre, nous ne pouvons que saluer une initiative telle que la vôtre. Je vous souhaite de bons travaux et une bonne continuité. Elle nous souhaite à nous tous de bons travaux. Merci Madame Le Morton, qui aurait bien voulu venir, mais à cause des occupations nationales, elle ne peut pas. Avant de donner le micro à Florian, voilà, qui va vous donner le micro ensuite pour qu'il y ait un petit échange. Simplement, j'ai oublié de dire tout à l'heure, cette journée, elle est basée sur l'échange, l'écoute, le partage d'informations et d'opinions. Donc, pas de procès d'intention. On n'est pas là pour se jeter ni des fleurs ni autre chose. Pas de langue de bois non plus. Hein. On n'est pas là pour dire tout ce que vous faites à l'HS, c'est bien, tout ce que vous faites à l'ARS, c'est bien, tout ce que nous faisons, nous, c'est bien, etc. Prescrire, c'est bien, etc. CFTG. Voilà. Pas de langue de bois, respect, échange, construction. Sinon, ça n'a aucun intérêt. Donc, je vous dis ici à tout le monde, les orateurs ainsi que les personnes dans la salle, on est vraiment dans la construction d'une démarche. Et pourquoi j'ai demandé à Mme Le Morton de venir? Parce qu'on peut faire ce qu'on veut. Si vous n'avez pas le législateur au bout du compte, ça ne sert à rien. Et c'est avec vous, messieurs les autorités, avec nous, avec tout le monde, parce qu'il n'y a pas que nous qui nous battons, on peut peut-être faire changer les choses. Il y a eu l'affaire Mediator, on a l'impression que maintenant ça redescend un petit peu sur certains projets. Vous avez deux experts, entre guillemets, qui ont beaucoup étudié la question, notamment Philippe Faucras et Bruno Toussaint, puisque c'est de l'actualité récente, c'est il y a une semaine, 2 semaines, c'était pas il y a 10 ans, qui en parlent en plus plutôt cet après-midi. Alors, maintenant, je vais... c'est bien parce qu'on est dans le timing, vous voyez. On a 2-3 minutes pour... donc Florian va vous distribuer le micro pour ceux qui veulent réagir à ce qu'a dit Dominique Dupagne, réagir à ce qu'on a dit, réagir à, je ne sais pas, tout ce qu'on a dit pour l'instant. Et à 10h, je demanderai à notre philosophe d'intervenir, Madame Aude Emmanuelle Waro. Alors, si vous avez des questions. Je voudrais d'abord dire que je trouve que cette vidéo est un très bon point de départ, parce que Dominique Dupagne a abordé pratiquement tous les points importants et tous les points qui éventuellement peuvent faire question. Alors, moi je suis d'accord avec pratiquement tout, même s'il défend une position très rigoureuse, et j'aurai l'occasion d'exprimer cet après-midi les difficultés qu'une telle position rigoureuse
peut créer. Mais il y a un point sur lequel je souhaiterais qu'on ait l'occasion de discuter dans la journée, c'est le premier point qu'il a abordé sur la nature des conflits d'intérêts non financiers. Parce que ça, c'est très difficile. Jusqu'où aller? Si on va sur des conflits d'intérêts, on va dire philosophiques, moraux, religieux, on a un risque de dérive important. Alors moi, je pense que les conflits dits intellectuels doivent être considérés quand ils sont sous-tendus par des conflits financiers. Je m'explique. Quand il fait allusion à quelqu'un qui défend une thèse médicale, qui défend une technique médicale, qui est sa technique, et qui s'oppose à la technique des autres, je suspecte que derrière, il y a quand même des intérêts corporatistes ou financiers. Donc, faut bien tenir compte de ça. Dans les intérêts professionnels, c'est souvent la défense d'intérêts financiers malgré tout. Après, s'il n'y a pas du tout d'intérêt financier, si c'est purement des conceptions intellectuelles, là, on devient dans un sujet beaucoup plus difficile, à mon avis. Merci beaucoup, professeur Rousseau. J'espère qu'on abordera cette question, qui est donc la nature des conflits d'intérêts non financiers cet après-midi. Puisqu'en plus, on parlait de thèse, et j'ai oublié de le dire tout à l'heure, on aura l'attribution de ce magnifique objet, et d'ailleurs le sculpteur qui nous l'a fait, qui est originaire du Port, sera là pour essayer de nous expliquer comment il a construit ça. Normalement, ça devrait être aux alentours des 18h, juste, sans effleurer surtout pas dire le vainqueur, d'ailleurs, dont j'ignore, je ne sais pas qui a gagné, ils étaient 3 postulés, 3 thèses passionnantes. Le saturnisme, donc l'intoxication au plomb, qui était et qui semble encore devenir un véritable fléau à l'île de la Réunion, une thèse sur les plantes médicinales et une thèse d'avenir qui est donc sur la télémédecine, comment résoudre un problème de santé sans médecin, donc à distance via les nouvelles technologies. Voilà, il nous reste 2 minutes, si vous avez encore quelques questions. Bonjour, moi je suis pharmacien d'officine. Et donc, je suis venue ici parce qu'effectivement, on parle d'indépendance médicale, mais c'est vrai que dans notre pratique, quand on est malheureusement lectrice aussi de prescrire, on est souvent en difficulté en permanence devant des prescriptions qui, selon mon avis personnel, ne sont pas toujours justifiées. Donc en fait, si je suis là aujourd'hui, c'est pour voir aussi si on ne pourrait pas essayer de travailler de façon différente, parce que c'est vrai que l'influence de l'industrie pharmaceutique, elle est très importante par le biais des médecins, mais s'il y avait, je ne dirais pas un contre-pouvoir des pharmaciens, mais s'il fallait qu'ils agissent sur les deux pôles, si on veut, au niveau du médicament, peut-être que ce serait peut-être plus difficile pour eux. Et c'est vrai, c'est peut-être, mon souhait, ce serait franchement la place du pharmacien qui reviendrait dans les décisions de prescription. Et aussi, je suis là aussi pour témoigner de la difficulté que j'ai souvent au quotidien. En fait. Voilà. Merci beaucoup de votre témoignage. Vous avez raison, et vous n'avez pas forcément raison, notre opinion, donc ça mérite évidemment un débat. Heureusement qu'il n'y a pas de syndicalistes ici, c'est toute la richesse, à mon avis, de ce genre de réunion, c'est que si on met les syndicats là-dessus, ils vont se taper dessus. C'est une réflexion fondamentale au niveau de l'information du patient, très intéressante que je vais noter. Donc moi je suis le docteur Jardem, je travaille au CHD, c'est Philippe qui m'a proposé de venir, d'une part en discutant comme il est militant, il m'a parlé de cette journée, ensuite il m'a proposé d'être membre du jury pour les thèses, et ça m'a réellement posé un problème de conscience. J'ai réfléchi, j'ai accepté, après j'ai mis une main, je n'aurais peut-être pas dû accepter, puisqu'au final je ne suis pas indépendante par rapport à l'industrie pharmaceutique et que je rencontre régulièrement au sein de ma pratique professionnelle les laboratoires. J'accepte des déjeuners. Donc j'en ai parlé avec Philippe en disant, tu sais, je suis très mal à l'aise parce qu'au final, moi j'y suis pas. Donc il m'a dit, mais écoute, non, c'est pas parce que tu n'y es pas que tu peux pas venir à la journée. Je veux juste dire que c'était très difficile dans notre pratique à l'hôpital d'être complètement indépendant. Voilà, moi j'en suis pas. D'une part, d'autre part, c'est pour autant, c'est pas parce que j'accepte qu'au final je n'ai pas de réflexion et que ça ne pose pas de problème de conscience régulièrement. Enfin, comment peut-on faire pour l'être entre guillemets le plus possible? C'est pas si simple. Voilà, je vais faire cette remarque.
Merci beaucoup, Yasmina. Je crois qu'on peut l'applaudir. Ça met bien les choses au point parce que, en fait, quel est le problème des conflits d'intérêts? C'est de ne pas les déclarer, en fait. C'est le manque de transparence. C'est ça qu'on demande, parce que l'industrie, on sait bien qu'elle est partout et on en a besoin. L'important, c'est que le patient, il sache que si un médicament A a été mis sur le marché, peut-être que ça serait intéressant de savoir quel est le rôle de monsieur qui se présente le médicament A dans sa promotion. Voilà, c'est ça l'intérêt. Donc, j'en profite d'ailleurs, et j'ai oublié de le dire, nous sommes, de par la loi, donc c'est les législateurs, obligés de déclarer ces conflits d'intérêts. Personnellement, je n'ai absolument aucun conflit d'intérêt vis-à-vis de l'industrie pharmaceutique. Il y a des personnes dans cette salle, et on ne va pas les énumérer parce que c'est trop long d'énumérer tous ces conflits, qui ont des conflits d'intérêt, et c'est normal. Si on ne demandait que des gens sans conflit d'intérêt, la salle serait vide. Ce n'est pas ça qui est important. L'important, c'est de savoir à qui on parle, d'où vient l'information, avec le plus de transparence. Que les pharmaciens aient des conflits d'intérêt avec les médicaments, je ne vois pas comment ils pourraient ne pas l'être. Que les hospitaliers n'aient pas de conflit d'intérêt, c'est inévitable. Pourquoi? Le problème de fond, c'est l'argent. Hein. Si nous avions beaucoup d'argent pour faire de la recherche, pour financer des études, il n'y aurait pas de conflit d'intérêt, parce que tout le monde est contre, en fait. Les médecins, ils sont les premiers contre. Le problème, c'est que pour organiser une journée comme ça, c'est compliqué, sans argent. Donc voilà, une journée comme... Si l'industrie nous avait aidés, l'amphithéâtre serait plein. Peut-être pas sur ce thème, mais il serait plein, comme il est plein tout le temps. Mais c'est pas grave, c'est filmé et on reprendra ce qui a été dit. Donc merci à toi, Yasmina. Oui, il y a un conflit d'intérêt dont j'aimerais parler, c'est un conflit d'intérêt interne. Je vais prendre un exemple. Si par exemple je me suis fait une opinion contre la vaccination contre le virus HPV, je vais toujours avoir tendance à lire les articles qui vont dans mon sens et à ne pas lire ou à ignorer les articles qui sont contre mon opinion. Et ça, c'est très très difficile de s'en débarrasser. Je ne sais pas si vous avez le même problème, mais moi je l'ai souvent. Merci Hugues. Le gros avantage, c'est que tu parles l'anglais et que nous, on ne sait pas trop faire, mais bien sûr. Dernière question. Moi, je voudrais souligner que les conflits d'intérêts, mes conflits d'intérêts personnels, je les gère. Donc, j'ai pris des décisions. Je ne reçois pas l'industrie pharmaceutique. Je lis des revues indépendantes. J'essaye de faire une médecine la plus honnête possible vis-à-vis de mon patient. Mais il y a les conflits d'intérêts supérieurs dont on subit les conséquences, qui coûtent cher à la sécurité sociale, qui doivent faire des économies, qui répercutent ces économies à d'autres endroits. Et au final, c'est le patient qui paye et le médecin généraliste aussi, puisqu'on est sur le terrain. Et donc, voilà, mes conflits d'intérêts, j'arrive à les gérer, ça me regarde, mais ce sont tous les autres, les conflits d'intérêts des instances supérieures avec l'industrie pharmaceutique, les AMM pour des médicaments qui coûtent très cher, qui plombent la sécu, dont on n'a pas besoin, c'est vraiment cela. Sinon, on a chacun notre conscience. Yasmina le dit, voilà, elle sait qu'elle a des conflits d'intérêts, mais elle se pose des questions, ça, elle le gère. Par contre, les conflits d'intérêts, je ne sais pas, que peut avoir le CHU avec les firmes pharmaceutiques, elle en est victime, puisqu'elle ne peut pas l'influencer, elle est obligée de subir. Voilà, donc grand merci pour toutes vos questions, réponses, questionnements.